je suis Philippe Mineur et je vous accueille dans Sans Compromis, le podcast IMO qui ne met rien sous le tapis. Chasseurs IMO, notaires, sociologues, entrepreneurs, nos experts vous ouvrent les portes de l'immobilier. Ici, pas de blabla, pas de jargon, on vous apporte des réponses claires, des solutions concrètes, que vous soyez propriétaire, futur propriétaire ou simplement intéressé par l'IMO. Alors bienvenue dans Sans Compromis, le podcast qui aborde l'IMO autrement. Alors aujourd'hui, on va parler investissement locatif et plus précisément, on va parler gestion locative avec Bruno. Salut Bruno. Salut Philippe, merci de me recevoir. Bah écoute, de te recevoir à nouveau, hein. Tu Ouais. commences à être un habitué maintenant de la chaîne ici. Tout à fait. On s'est déjà vu une première fois pour une très bonne vidéo sur la bonne manière, les bons conseils pour trouver son bon locataire. D'ailleurs, on vous mettra la vidéo. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un deuxième livre que tu as sorti. Donc, ça ne s'arrête pas, hein. Franchement, tu sors des livres... Un par an pour le moment. Exactement, un par an pour le moment. Donc, comment gérer seul sa location sans agence ? Ça va être super intéressant. Donc, finalement, on est sur la deuxième étape. La première vidéo, c'était comment trouver son locataire. La deuxième vidéo, là, ce qu'on fait maintenant, c'est comment gérer seul. Donc, ensemble, on va parler de tous tes bons conseils pour bien gérer son locataire en toute autonomie. C'est ça qui va être vraiment intéressant. On va aussi parler des assurances. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, on tourne cette vidéo, on est mi-septembre. On est en train de mettre pas mal de vidéos en ligne sur le contexte un petit peu actuel de ce qui se passe en France et l'impact notamment sur les taux, sur le marché de l'immobilier. Pour ceux qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas encore acheté de biens, qui réfléchissent et qui sont intéressés par ce genre de vidéos, mais qui réfléchissent, c'est quoi ton conseil par rapport au contexte actuel là, sur est-ce que oui ou non il faut se lancer dans l'investissement locatif ? Pas une question simple, hein, parce qu'il faut que tu restes impartial, mais au moins le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se pose la question. Il y a deux choses à prendre en compte, c'est est-ce que c'est le bon moment ? Le timing, c'est toujours la question qui revient. Et après, est-ce que c'est facile ou pas ? Et c'est quoi les embûches qui y a à la clé ? Donc ça, on en parlera un petit peu après. Mais sur le timing, je dirais oui, c'est toujours le bon moment. En fait, Ok. il y a une chose à regarder en priorité, c'est l'emplacement. C'est où est-ce que tu vas acheter, puisque d'ailleurs, c'est ce qui va t'amener de l'affluence et le fait que tu auras beaucoup de locataires, que tu pourras fixer un très bon loyer. Donc l'emplacement, après, tu as le choix sur la fiscalité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder en second point. C'est quoi le véhicule fiscal que je vais mettre derrière en fait, mon investissement locatif ? Tout simplement parce que tu peux réduire en fait, les impôts que tu vas payer ou voir les lisser, les annuler. Et après, tu as tout le contexte effectivement par rapport aux banques, notamment par rapport aux nouvelles lois fiscales. Pour donner un exemple, moi, quand j'ai commencé à investir, j'ai investi le premier prêt que j'ai fait, il était à plus de 4%. Ok. Il était à 4,5%. Donc ça date. On est quoi en 2012, 2013 2007, 8, 9. Ok, voilà, d'accord. à peu près. Mais donc, effectivement, si je m'étais dit je vais attendre, il y a encore quelques années, les taux étaient en dessous de 1%. Donc finalement, je me suis dit, j'y vais. Et de toute façon, même si les taux par la suite rediminuent, moi, c'est ce que j'ai fait par la suite, j'ai Peut-être renégocié derrière. à la baisse. D'accord. Donc ce qu'on entend aujourd'hui là sur les taux qui augmentent un petit peu, ou les incertitudes fiscales par rapport à justement aux décisions budgétaires là, qui sont encore en suspens, toi tu te dirais que pour n'importe quelle personne qui voudrait se lancer, là il n'y a pas de mauvais moment, quoi. N'attendez pas 3-4 mois avant d'avoir... Non, parce que sinon, tu passes ton temps à attendre et à courir en fait après le meilleur moment. Alors, forcément, quand tu fais ta checklist, tu n'arriveras jamais à réunir tous les points pour te dire là, c'est le meilleur moment. Ok. Tu vas, tu commences. Si tu ne veux pas prendre trop de risques, tu commences par une très petite surface, typiquement des studios, ou même tu peux aller sur des box ou des parkings. Donc là, c'est sur des petits budgets. Mais au moins, tu commences à mettre le pied dans l'étrier et c'est là que tu vas commencer à apprendre au fur et à mesure, en tout cas pour ceux qui débutent, pour ceux qui ont déjà l'expérience, peut-être la question ne se pose pas. Mais le plus dur, c'est pour se lancer, le premier investissement, effectivement, où là, tu tâtonnes. Quand on a plusieurs, finalement, tu vas lisser le risque au fil des années. Ouais. Mais pour ceux qui démarrent, effectivement, c'est commencer à regarder dans une zone que vous connaissez déjà parfaitement, donc soit à côté de chez vous ou dans un endroit que vous connaissez bien, et puis trouver un bien. Enfin, il faut trouver après le bien, c'est compliqué. Ouais, ok. Donc là, ton meilleur conseil, c'est même en ce moment, visiter. Vous ne serez pas à l'abri de trouver une très bonne opportunité. Et presque indépendamment des taux, du contexte bancaire ou des réglementations fiscales. Visiter, négocier, parce que maintenant, ça se négocie. Ouais. Alors, tu peux plus négocier effectivement en fonction du contexte, ce qui est normal, parce que c'est lié à l'offre et la demande. Si les gens n'arrivent pas à vendre, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent acheter, donc le prix va diminuer. Voilà, donc n'hésitez pas à négocier. Fin 2025, on peut négocier encore ? Toi, c'est ton conseil, il y a encore des belles opportunités moi, à aller chercher ? systématiquement, peu importe les taux, je négocie. D'accord, ok. Il faut effectivement, que tu passes par une agence ou que tu passes en direct, il faut forcément essayer de négocier
parce qu'au début, le prix, il est forcément au prix le plus fort. Donc, tu peux ou tu peux pas, mais à la limite, voilà, après, c'est un coup de cœur. Mais voilà, il faut y aller, il faut vraiment se lancer. Moi, Ok. en tout cas, on y va, il faut arrêter. Ouais, De toute façon, c'est bien connu, le meilleur moment d'investir, c'est hier. Ouais, bien sûr, non, mais exactement. Mais Et plus tu te dis, plus tu te mets des limites, et au final, tu investis. t'avances jamais. T'avances jamais. dans ton Donc, sens. si tu as peur de prendre trop de risques, commence sur des tout petits budgets. Ok, bah écoute, très clair, c'est une bonne entrée en matière. En tout cas, pour vous qui nous regardez, hein, si vous posez la question, je trouve que c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Évidemment, c'est normal d'avoir peut-être toujours un petit peu peur quand c'est son premier investissement locatif. Mais indépendamment finalement de la question des taux et tout, bah, là, ça va faire la transition. C'est une fois qu'on a son bien, comment est-ce qu'on le gère. Et ce qui est vraiment intéressant dans ton livre, finalement, c'est que toi, tu prônes une location quasiment full autonomie, en toute autonomie. Avec, et là on va y aller peut-être étape par étape par rapport à ton livre qui est très bien construit. Déjà, est-ce qu'il faut faire appel à une agence ou non quand on décide de louer un bien? Et toi, tu le dis clairement dans ton livre, tu as fui les agences. Oui. Carrément. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à écrire ça? J'ai fui les agences, c'est quoi? T'as eu un exemple marquant qui t'a amené à dire ça ou Alors, le premier investissement que j'ai fait, je suis passé par une agence immobilière parce que je voulais un cadre. Logique. Exactement. Enfin, tout le monde pense agence immobilière au début. C'est rassurant, tu Ouais. dis qu'ils vont tout faire. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand tu gères en fait un logement, c'est comme si tu étais patron de ta propre entreprise. Alors, même si tu as un seul logement avec un seul locataire, le locataire, c'est un client. Moi, je le considère comme un client. Donc, il faut le fidéliser, il faut que le produit soit propre, soit Ce que tu nous as acceptable. expliqué dans la dernière vidéo, exactement. Ouais. Et donc, si tu prends cette posture-là, ça veut dire que déjà, tu te dis, voilà, il faut que je fasse les choses proprement et en respectant la réglementation et que ce soit au niveau juridique ou au niveau fiscal. Mais quand tu regardes dans le détail, effectivement, c'est compliqué. C'est pour ça que tu dis, passer par une agence, ça peut être bien parce que finalement, ça va m'enlever pas mal d'épines du pied. Quoi. Exactement. Sachant Et ça va que. faire gagner du temps parce qu'on imagine tous que ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, on en parlera à la fin. Ouais. Mais la tête de tout le monde, c'est très chronophage. Quoi. Ouais. Et donc finalement, si on regarde les 4 piliers sur lesquels tu dois être compétent quand tu gères un bien, même les gens ils se disent, bon, gérer un bien c'est facile, hein, je prends le locataire, je le mets en place et puis il me paye tous les mois. Ça c'est quand tout se passe bien, mais généralement ça se passe jamais comme ça. Quand tu es patron d'entreprise, tu as une direction juridique qui va te faire les bons contrats, qui va traiter les litiges clients. Tu as une direction technique. La direction technique, elle va t'envoyer les artisans pour réparer, je sais pas, un évier qui fuit ou autre chose. Tu as un SAV, le service client. Le service client, il fait quoi? Il va répondre au client. Donc là, c'est toi qui vas répondre à ton locataire, parce qu'il te demande une quittance, parce qu'il te demande tout un tas de trucs. Il te faut une direction comptable, une direction financière. Quand tu investis, tu as des comptes à tenir, Ouais. tu as une déclaration des revenus locatifs à faire. Donc, tu vois, à chaque fois, ça te demande des compétences juridiques, fiscales, Exactement. du temps pour gérer le SAV. Et au final, c'est pour ça que moi, je compare ça effectivement à une patron d'entreprise, même si tu as un seul logement, c'est que tu dois être un peu bon sur tous ces domaines. Exactement. Donc, compétences que tu n'es pas obligé d'avoir, d'où l'agence. Que tu n'as Ça, pas ouais, forcément et que exactement. les gens, ils n'ont pas. Et pour ça que les gens disent, ouais, c'est un cauchemar d'investir, c'est compliqué, il y a trop de trucs à faire et je m'en sors pas et j'ai pas envie d'y aller, je préfère aller en bourse ou autre chose. Je dirais non. Enfin, oui, c'est compliqué, mais si tu as les bons outils, les bons process, si tu passes par des professionnels, tu peux t'en sortir. Mhm. Donc, le premier choix, c'est la solution de facilité, c'est de passer par une agence. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé, c'était mon premier d'Eurobien. Ça remonte il y a quelques années. Où là, je suis passé par une agence, elle m'a trouvé le locataire, elle m'a fait le contrat de bail, elle m'a fait l'état des lieux, elle m'a tout fait, en fait. Après, elles te font les choses plus ou moins bien. Bon, généralement, la gestion locative, c'est pas trop leur cœur de business aux agences, parce que c'est des petits. Elles gagnent pas grand chose en fait. Hein. D'accord. Elles font des plus grosses marges en fait sur les ventes, sur la transac, que sur la gestion. Donc elles passent moins de temps sur les dossiers, où généralement elles ont trop de dossiers à gérer, et au final, généralement elles font boîte aux lettres. Donc moi, typiquement, l'agence a mis 9 mois pour me trouver un locataire. 9 mois. Et bon, j'étais peut-être pas dans une zone. C'était un bien, ouais, c'était où? C'était à. Ça va pas te parler, c'est au-dessus de Castres, une petite ville D'accord. au-dessus de Castres. Mais 9 mois, c'était trop. Voilà, trop tu t'attendais pas à attendre 9 mois, quoi. Ok. 9 mois, après, il y a eu des choses qui ont été pas forcément bien faites, où j'ai eu des retours, que ce soit sur l'état des lieux ou sur le diagnostic après. Et globalement, pour moi, l'agence, c'était bien de le tester en amont pour avoir un retour d'expérience, en fait. Et je me suis vite aperçu, effectivement, qu'elle faisait un peu passe-plat. Ça marche. Voilà, donc la partie agence, elle est utile, je pense, quand tu veux te rassurer quand tu commences. Mais en tout cas, Exactement, mais il y a d'autres solutions. tu as d'autres Et juste solutions. pour finir sur la partie agence,
Parce qu'il y en a qui préfèrent, comme tu dis, ça peut être aussi plus rassurant par rapport aux compétences que ça peut demander. Tu parles dans les mandats de gestion de frais cachés qu'il faut savoir regarder parfois. Oui. Ouais, c'est quoi ça exactement? Justement, moi, si je veux passer par une agence, ce serait bien que tu nous donnes quelques conseils pour bien lire en fait le mandat. Donc, généralement, tu as plusieurs frais. Tu as les frais de gestion. Donc, ça, c'est juste pour la gestion au quotidien, pour prélever les loyers et t'envoyer les quittances. Donc, c'est entre 7 et 8% donc, du loyer. Donc, du loyer charges comprises. Mhm. Après, pour la recherche de locataire, donc ça, c'est des frais en plus. C'est Voilà. pas compris dans les 7 à 8%. Et donc là, généralement, ça te coûte... L'argent prend un mois de loyer. C'est réparti entre le propriétaire et le locataire. On va dire, pour faire simple, moitié-moitié. Ouais, ok. Donc sur un loyer à 800, ça te coûte 400 euros. Après, ce qu'il faut regarder, je parlais des frais cachés, c'est notamment quand un locataire te dit, voilà, je vais quitter le logement dans un mois, donc tu as un préavis de 1 mois, l'agence va commencer à faire les visites ou à mettre l'annonce lorsque le locataire part du logement. Elle ne va pas anticiper et le faire en amont. Moi, ça, c'est jamais comme ça. D'accord, ok. Elle attend que ce soit vide. Donc, que ce soit vide. Ok. Elle ne passe pas la tête avec le locataire, comme ça, elle fait les visites quand elles veulent. Quand tu es tout seul à gérer le bien, moi, quand je reçois une lettre de résiliation, de suite, je contacte le locataire, je dis, voilà, je vais organiser les visites. Ça ne t'embête pas. Quand t'es pas là, ok. Tu es là ou tu n'es pas là. Mais au moins, je ne perds pas 1 mois. Donc, et perdre 1 mois, c'est 1 mois de loyer. Ouais. Donc, c'est énorme. Et donc, moi, j'organise immédiatement les visites. Et de toute façon, quand tu vas trouver un autre locataire, le locataire, il aura 1 mois de préavis. Donc, si tu attends que ton locataire sorte le 31 janvier, que l'agence te mette 3 semaines pour trouver quelqu'un, au moment où ils ont trouvé quelqu'un, tu vas perdre un mois et demi. Tu repères encore 1 mois parce que le locataire, forcément, il ne peut pas, sauf si c'est un nouveau, mais bon, tu as forte chance de tomber sur quelqu'un qui veut se reloger, tu te reprends encore 1 mois. Ok, ouais. Donc finalement, tu additionnes en fait le temps perdu, c'est des loyers qui rentrent pas dans ta poche. Tu as des frais pour la mise en location. Et donc tout ça, il faut les ajouter à tes coûts que tu as quand tu passes par une agence immobilière pour la gestion et pour la mise en location. Et donc si tu as des turnovers quand tu fais du meublé, supposez que tous les ans, tu changes de locataire. Donc ça va te coûter un demi-mois de loyer en plus par an, plus peut-être 1 mois de loyer le temps que l'agence te trouve quelqu'un. Donc, tu es déjà à 1 mois et demi de loyer que tu paumes par an, quoi. Ok, ça marche. Bon, une fois de plus, je pense qu'il y a peut-être des gens qui préfèrent les agences pour diverses raisons. Comme tu dis, de sérénité. On va pas non plus cracher sur nos amis à Immobilier, mais c'est intéressant de se dire qu'il y a des alternatives. Donc, on va rentrer un peu dans ce sujet de le gérer seul. La deuxième partie de ton livre qui est très intéressante, justement, c'est sur le locataire. À partir du moment où tu le trouves, les fameuses obligations clés. Il y en a 7, ce que tu mets, il y a 7 obligations clés. Je ne sais pas si on va toutes les couvrir, mais évidemment, ça demande de bien les connaître. Déjà celle-ci, avant de mettre un locataire chez soi. Est-ce que tu peux les dérouler et peut-être nous dire chacune, en face de chacune, quelles sont les solutions pour gérer potentiellement les litiges? Alors la première, qui est évidente pour tout le monde, c'est le loyer. Voilà, le locataire. Tu dois payer un loyer. Tu dois payer un loyer. Non, mais c'est bête, mais il y a tellement de propriétaires qui oublient. Alors nous, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de locataires qui payent un peu quand ils veulent. Il y a beaucoup de retard en ce moment de paiement du loyer. Genre retard, c'est quelques jours ou c'est quasiment 2 mois? Non, ça se tient généralement dans le mois. Ok. Mais voilà, c'est un fait. Genre, t'attends le loyer le 5 et il arrive. Et il arrive 10 jours quoi. après ou 15 jours après. Donc, toi, quand tu as pris un crédit bancaire et que tu as elle va pas accepter. tu as un trou de trésor. Donc, ça peut te mettre en porte-à-faux ou te payer des pénalités. Donc, si ta banque elle est sympa, elle va dire OK, je sais que ton loyer il arrive dans 5 ou 6 jours. Mais ça, c'est pas source de litige. C'est ton locataire qui dit je suis désolé, on s'était dit que le paiement le 5, mais là, ce sera le 20. C'est contractuel. OK. Parce que ça, la date de paiement, tu les mets dans le bail. Donc, une fois, ça va. 2 fois, tu commences un peu à lui rappeler que le loyer, il doit le payer en fait à une date. Okay. Donc, ça, c'est fixé dans le contrat de location. Donc, ça, c'est une obligation de payer ton loyer. Donc, il y a les retards de paiement. Tu as les impayés, ça touche 2% du parc aujourd'hui. Okay. Donc, il y en a, mais ce n'est pas non plus
c'est pas énorme, quoi. Ok, c'est par rapport Juste que ce que tu appelles, pour être précis, ce que tu appelles les impayés, c'est je ne paye pas mon loyer. Le locataire ne paye Voilà. pas son loyer, peu importe la Ouais, raison. sans justification particulière. Ouais. Il ne paye pas son loyer. Donc ça, aujourd'hui, devant les tribunaux, ça représente à peu près 2%. Tu regardes l'ensemble du marché des propriétaires bailleurs, Mhm. tu as 2% en fait, qui sont impactés D'accord. par un problème. Et généralement, c'est dû, ça survient suite à un changement de situation du locataire, changement d'emploi, quand je dis changement d'emploi, c'est plutôt licenciement ou divorce, des changements de situation familiale qui font qu'il ne peut plus payer son loyer, ou alors des mauvais payeurs, des gens qui intentionnellement ne vont plus te payer ton loyer. Donc tu vois, tu as ces deux populations-là qui tu peux être confronté. Après, tu as les retards de paiement aussi qui peuvent être casse-pieds à gérer pour le bailleur. Donc ça, c'est la première chose. Ouais, ok. On doit payer le loyer. Voilà. Exactement. Alors moi, je te dis ça parce que j'ai des fois eu des locataires qui oubliaient de payer leur loyer. Quand tu la relances... Oublié. Oui, oublié. Ou- Non, Ouais. oublié. Quand tu la relances, ils me disent « Ah oui, je suis désolé, j'étais en vacances, j'ai pas de connexion Internet, j'ai zappé. » Enfin, ils ont toujours des bonnes raisons. Après, ils payent. Mais voilà, tu es obligé d'être là, d'être présent. Donc ça, c'est une chose que tu dois surveiller tous les mois. Après, tu peux l'automatiser. On en parlera après. La deuxième Mais obligation... juste, excuse-moi, ça, tu tolères quoi? Combien de mois de suite s'il oublie? Une fois ou à un moment tu lui dis Non, tu lui la prochaine rappelles dans le Ouais. mois. Après, généralement, voilà, il s'excuse platement en disant Ok. désolé. Donc la première fois, t'es pas encore agacé. Non, t'es pas encore Voilà, agacé. ça arrive. Ok. Ça, ça arrive. Bon, généralement, je l'ai pas eu 2 fois de suite. Ou D'accord. alors, il te prévient. Ok. Il te prévient. Tu te dit- préviens, ça va? S'il te prévient, ok, bah là, déjà, il est plus fair-play. Ouais, J'accepte. Après, tu peux dire oui ou non, mais au moins, il te prévient. Donc, je dis ok, pas de souci. Il peut avoir un souci de trésor ce mois-ci. Après, moi, j'accepte. Je dis ok, tu me paieras 10 jours après. Ok. Voilà, mais il faut que le loyer soit réglé dans le mois. Il ne faut pas laisser traîner les choses au mois d'après. D'accord. Parce qu'après, c'est là que tu commences à avoir des comptes plus compliqués. Le locataire te dit oui, je vais te payer en plusieurs fois le mois de décembre alors qu'on est au mois de février. Ouais, donc il faut tu pas conseilles les... pas de ne pas accepter ce sorte d'arrangement. Non, si pas entrer là-dedans. Ouais. voilà, le pays, le loyer il doit être payé dans le mois. Tu peux tolérer des jours Ouais. en plus dans le mois, mais il faut pas que ça dépasse la fin du mois parce qu'après, ça considéré comme un impayé. Et même pour les assureurs, c'est déjà considéré comme un impayé c'est après 10 jours de la date de paiement. Si c'est le 5, ils te payent après le 15. Il faut commencer à faire tes démarches auprès des assureurs pour déclarer ton loyer. Voilà, donc tu vois, même au niveau des assureurs, eux, ils n'attendent pas, quoi. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Donc obligation, ouais. ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui est entretien du bien. Mhm. Où là, c'est un peu, généralement, c'est laissé à l'appréciation du locataire parce que les locataires, les jeunes qui rentrent, la notion de propreté ou d'entretien, ils connaissent pas parce que c'est pas eux qui le faisaient jusqu'à présent, c'est peut-être leurs parents ou ils ont jamais eu l'habitude de le faire. Ok. Donc, dans le contrat de location et même dans les annexes au contrat de location, il y a toute une liste de ce que doit entretenir le locataire. C'est écrit. D'accord. Il ne peut pas dire « je ne savais pas », non, c'est dans les annexes. En tout cas, nous, dans tous nos contrats qu'on fournit ici, M. Hugo, il y a les annexes et on fait la répartition, ce qui est à la charge du proprio et généralement ce qui est à la charge du locataire. Entretenir, ça veut dire quoi? C'est le ménage ou c'est plus Alors, pointu que ça? le ménage, de toute façon, il est censé le faire quand il te rend le logement. Ouais. Après, s'il a envie de vivre, s'il ne veut pas faire le ménage, c'est son problème. Ok. Mais l'entretien, ça peut être les joints. Toi, les joints, s'il y a un joint qui est défectueux au niveau du robinet, c'est à lui de le faire. Les joints en silicone, pareil, c'est à lui de le faire. L'entretien de la VMC pour que l'air rentre, pour pas qu'il y ait avoir des problèmes d'humidité dans le logement, c'est à lui de le faire. Le mécanisme de chasse d'eau, Ouais. ça, c'est à lui de l'entretenir, de le changer. Les ampoules, tout ça. Donc, il y a tout ce qui est du consommable. D'accord. Tout ce Ça, que c'est à tu lui de le faire. consommes, Donc, il n'y a ça- pas de locataires qui peuvent t'appeler en te disant j'ai Je une change. ampoule qui est pétée ou la chasse d'eau ne marche plus. C'est compte tenu que c'est Exactement. du consommable. Ok. C'est Quand je vous ai loué, ça marchait très bien. Quand je dis consommable, c'est le fait qu'il utilise en fait les équipements de ton logement tous les jours, il les Mhm. consomme, ça va s'user. Ouais, Une exactement. ampoule, ça s'use, la chasse d'eau, ça va s'user, force d'appuyer, nanana. Exactement, les joints, ça s'habille, mais Les c'est gens, ce genre de ça, choses. donc D'accord. ça, il est censé le faire. S'il ne le fait pas, tu risques d'avoir des joints en silicone autour de la baignoire qui sont complètement noirs. Mhm. Tu dois devoir les refaire. Donc après, ça va déboucher sur des litiges à l'état des lieux sortis. Donc voilà. Donc après, moi, ce que je conseille, c'est de faire un
un appel, je fais un appel sortant, d'appeler ton locataire en fait une fois dans l'année ou de lui envoyer un SMS ou un mail pour savoir comment ça va dans le logement. Parce que les locataires, généralement, ils ont peur de te prévenir. Généralement, ils ne vont jamais t'appeler. Ou ils t'appellent juste pour te demander les quittances. Ils vont dire, voilà, je vais m'en aller. Donc, soit ils ont peur, soit ils n'ont pas envie de te déranger. Donc, prends l'initiative de l'appeler une fois dans l'année. Comment ça va dans le logement? Est-ce que t'as... Non, mais pour les joints, c'est quoi? Tu demandes des petites photos des joints ou des choses comme ça? Non, je lui demande voilà, si tout se passe bien dans le logement, et ça permet lui de dire ah oui, mais là j'ai remarqué que je sais pas, j'avais un truc qui fuyait ou j'avais les joints en silicone qui commencent à devenir tout noirs. Et après tu lui expliques quoi faire. Parce que les gens, ils savent pas quoi faire, quoi. D'accord. Voilà, donc il faut prendre la température au moins une fois dans l'année. Les visites surprises, on n'a pas le droit? Je te pose si la question. Tu peux, mais il faut que ça soit mis dans le contrat de bail. D'accord. En tout cas, nous, c'est une clause que l'on met. Le propriétaire peut faire une visite surprise. Alors, c'est pas vraiment une visite surprise, tu préviens. Tu vois, je m'autorise à venir chez vous, donc bien, je vous préviens, mais vous pouvez pas me refuser l'accès. D'accord, ok. Donc ça, tu mets une clause pour la visite annuelle, parce qu'on appelle une visite annuelle. D'accord. Et ensuite, tu rajoutes une deuxième clause pour les visites, pour la remise en location. Généralement, les litiges tournent autour de ça, lors de l'état des lieux de sortie. Donc après, ce qui débouche en fait à l'état des lieux de sortie. Donc l'état des lieux de sortie, généralement, tu découvres le résultat de 3 ans, 4 ans, 5 ans d'utilisation de ton logement par le locataire. Donc si tu as fait des petits points réguliers annuels, bah déjà, tu vas un petit peu limiter les découvertes. Pareil, l'aération, tout ce qui est aération de logement. Le fait de faire une visite, bah, tu vas pouvoir t'apercevoir qu'au plafond, il y a des taches. Et les taches, c'est pas normal. S'il y a des taches, c'est que le logement, généralement, il est mal aéré. C'est pas qu'il y a une fuite du voisin, c'est qu'il y a trop de condensation. Les locataires, ils savent pas qu'il faut ouvrir les fenêtres. Donc ça, tu peux leur redire, mais bon, généralement, ils en savent rien. Donc si tu fais une petite visite rapidement, bah, tu vas pouvoir lui rappeler les bonnes règles de vie dans le logement. Donc c'est tout bête, mais ça t'évite après d'avoir à changer la peinture, à refaire la tapisserie. Mais genre, typiquement, imaginons tu fais ta fameuse visite annuelle, tu vois qu'il commence à y avoir des taches sur le plafond. Tu dis bon, de toute façon on va devoir vivre 2 ans avec ça, ou tu peux lui dire là j'ai envie que vous le nettoyiez. Bah, tu lui demandes de lessiver. Voilà, ça devrait, c'est pas toi qui vas le faire. T'as le droit de lui demander de le faire. Après, nettoyer, il a peut-être pas envie, mais au moins il peut pas te dire oui je savais pas, parce que généralement il dit je sais pas. D'accord. C'est la réponse clé, je sais pas. Bon là tu peux pas dire je te l'ai dit, je te l'ai signalé. Voilà. Tu le fais. Tu prends des photos ou non? Un peu comme un huissier pour constater? Non, là c'est vraiment une visite informelle. Ok, ça marche. C'est pas un état des lieux. Sortir des photos. Non. D'accord, ok, ça non, marche. c'est vraiment une visite informelle. Tu lui dis voilà ce qui va pas. Et après, lors de l'état des lieux de sortie, donc moi ce que je préconise aussi, c'est de faire un pré-état des lieux de sortie. Donc ça c'est super important. Où là effectivement tu peux pointer du doigt. Donc ça c'est un truc un peu officiel, mais pas vraiment officiel avec l'état des lieux qui va être signé. Mais ça permet au locataire, ça te permet à toi, en tant que propriétaire, de pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans le logement. Et ça va laisser une semaine au locataire pour tout faire. Parce que si tu ne le fais pas, le locataire, moi ça m'est déjà arrivé, il t'attend le jour J, il a ses valises qui sont dehors, prêtes à partir, il dit moi là j'ai un train à la montrer dans 1 heure. Allons vite. On se dépêche et voilà. Et généralement, tu es sûr que là, il y aura un truc qu'il faut faire, il ne va jamais te le faire. Et après, voilà, ça va te prendre la tête parce que il va falloir faire venir quelqu'un pour faire des travaux ou pas, ou remettre le logement en état, ou faire le ménage. Donc, tu vas prendre sur le dépôt de garantie. Et là, les litiges, aujourd'hui, c'est le premier litige en fait, au niveau des tribunaux, c'est la restitution du dépôt de garantie et les petites querelles de clocher autour du propriétaire et de locataire parce qu'il n'a pas fait comme il faut, il n'a pas entretenu le bien ou il n'a pas fait les bonnes réparations. D'accord. Donc ça, c'est vraiment à surveiller, je dirais comme l'huile sur le feu. Faut pas que ça déborde. Ouais, je comprends, d'accord. D'où vérifier assez régulièrement. Donc d'où vérifier régulièrement, faire le pré-état des lieux. Comme ça lui laisse 1 semaine pour tout faire. Voilà. Et vraiment, c'est une remise à l'état neuf ou... Alors, tu vois, typiquement, les joints, c'est je veux qu'ils soient exactement comme je te les ai loués, ou tu peux quand même accepter une usure naturelle ou Alors, normalement, je dirais ce qui doit être remis à l'état, par exemple, si le locataire te change la peinture. Donc là, okay, si les murs étaient blancs, là, ils sont bleus, bah, tu me les remets en blanc. Tu as voulu remplacer mon canapé par le tien, bah, maintenant, tu remets mon canapé. Tu as mis des tableaux au mur, tu as fait des trous, bah, tu me bouches les trous. Après, pour ce qui est des joints, bah, les joints, ça s'use. Après, est-ce qu'il les a nettoyés ou pas? Tu vois, s'il a fait l'effort de les nettoyer et que tu vois que ça a été un peu nettoyé, ok, bon, après, c'est de l'usure normale. Et l'usure normale, tu peux pas. La population du propriétaire. Tu peux pas aller taper sur les doigts le locataire parce que
bah, il a utilisé ton frigo, ta palque à gaz, il a utilisé tes casseroles, forcément, voilà. Tant que c'est pas cassé et tant que c'est pas une utilisation anormale, Ok. donc tu vois, il y a ces deux notions, utilisation normale, où c'est normal que la tapisserie commence un petit peu à jaunir, à une utilisation anormale, où le locataire, il a fumé constamment, et puis là, clairement, la fumée de cigarette, ça t'a vraiment jauni toute ta tapisserie. Ouais, ok. D'accord. Voilà, donc quand c'est une utilisation anormale, tu as le droit, effectivement, de lui demander un dédommagement, de réparer les travaux. Donc pour ça, je conseille vraiment fortement d'avoir une grille de vétusté dans le bail. D'accord. C'est quoi ça exactement une Grille de vétusté, ça va te permettre de calculer qui paye quoi, le D'accord. ratio. Donc par exemple, je sais pas, tu as ton parquet qui était tout beau. Tu vois, il y a des trous partout parce que je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des fêtes où il y a eu des gens qui ont marché avec des talons, ça te fait des trous dans le parquet. Donc ça, c'est une utilisation anormale du parquet. Donc finalement, par rapport à la date où tu as installé ton parquet, quel est le pourcentage que va payer le locataire pour la D'accord. remise en état du parquet? Parce que si le parquet, il a 20 ans, bah, il ne va pas payer la même chose que s'il avait 1 an. Voilà, donc la grille de vétusté te sert vraiment à calculer la répartition du coût entre propriétaire et locataire en fonction de l'ancienneté, si tu veux, du matériel. Il y a aussi l'idée de garder toutes les factures, toi, chaque fois que tu mets en place un nouveau parquet et autres, pour Oui, prouver c'est- exactement quand est-ce que tu l'as installé. Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc ça c'est bien. Bon, effectivement, les factures, tu en as besoin pour ta déclaration des revenus locatifs, si tu déclares au réel. Ouais. Tu en as besoin ici pour l'état des lieux. Donc la grille de vétusté, voilà, c'est bien d'en avoir une. C'est légal en plus. Il faut la mettre dans le contrat de bail, c'est mieux. Comme ça, le locataire, il n'est pas surpris. Et après, tu te réfères à cette grille de vétusté lorsque tu fais l'état des lieux de sortie. Est-ce que tu en as d'autres dans des obligations clés par hasard? Tu as l'attestation d'assurance aussi, Oui, qui est exactement. obligatoire. Généralement, on pense à la demander en amont lorsque tu fais la remise des clés. Après, on oublie. Parce que c'est un papier que voilà, ça a complètement sorti de l'esprit. Mais le locataire a l'obligation de te montrer son attestation d'assurance tous les ans, parce Tous que les ans, ouais. s'il n'est pas assuré, bah, ça peut être vite compliqué s'il y a un dégât en fait dans l'appartement. S'il ne le fait pas, s'il oublie ou il veut pas te la communiquer, comme ça fait partie des obligations légales dans le bail, tu peux, grâce à il y a une clause dans le bail qui te permet de résilier le bail, notamment s'il ne paye pas ton loyer, bien sûr, s'il fait trop de bruit, s'il ne te redonne pas l'attestation d'assurance, donc tu peux résilier le bail. Ou si tu ne veux pas aller jusqu'à la résiliation du bail, tu peux, toi, souscrire à l'assurance pour le compte du locataire. Exactement, ouais. Mais tu leur factures après dans son loyer, quoi. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, on vous mettra les 7 obligations là, qui sont Ouais. dans le livre. Et c'est bien de les savoir. Donc, c'est bien de savoir en effet quelles sont dans le contrat de bail. Et en face, donc le proprio aussi a un peu ses obligations. Et en tout cas, il a sa bonne routine à mettre en place. Ce que tu appelles les bonnes pratiques. Est-ce que tu peux nous rappeler justement les quelques bonnes pratiques à avoir et surtout comment est-ce qu'on arrive, et ça c'est ce que tu as réussi à craquer, hein, à automatiser ça au maximum? Alors, pour la partie gestion, la mise en location, c'est autre chose, mais pour Ouais. la partie gestion, ce que tu dois faire et vérifier tous les mois, c'est les loyers. Première chose que tu checkes, c'est le loyer. Est-ce que le loyer, il arrive bien sur ton compte bancaire? Oui, non. Sinon, tu le relances. Ensuite, tu vérifies quelques jours après. Donc voilà, tu réitères le processus jusqu'à ce que le locataire te paye. Donc ça, moi, je le faisais comme ça, effectivement, au début. C'est long, parce que quand tu as plusieurs locataires, tu fais une coloc avec 5-6 locataires, faut que tu fasses ce processus tous les mois. Donc ce que tu disais, l'idée, c'est de pouvoir automatiser et d'utiliser des outils professionnels pour professionnaliser ta gestion au quotidien. L'idée, c'est de ne pas passer du temps sur des tâches administratives et quotidiennes, enfin mensuelles plutôt, et plutôt de les utiliser pour toi, pour ton temps libre. Donc c'est pour ça que effectivement moi j'ai créé Monsieur Hugo pour automatiser. Donc c'est une plateforme de gestion locative qui va t'automatiser toute ta gestion. Bah oui, parce que ce que tu dis, c'est qu'on peut arriver à 1 heure par mois maximum, quoi. Ça pour un bien, mais ce qui est rien. En tout cas, par rapport à tout ce que tout le monde imagine, hormis la recherche de locataires. Tu Faut que tu nous dises peux, comment est-ce qu'on y arrive là. alors 1 heure par mois. Moi aujourd'hui sur la partie administrative et gestion, je passe quasiment pas de temps, très peu de temps. Je passe du temps plutôt sur la gestion le SAV, la direction SAV. Donc là, tu es obligé. Ça arrive toujours. Mais sur la gestion administrative, non, parce qu'aujourd'hui, moi, mes loyers sont prélevés.
Donc, tous les locataires, en fait, je prélève les loyers. Mhm. C'est mis sur des comptes séquestres. Et ensuite, je récupère automatiquement le loyer par virement. Et le gros avantage, c'est que j'ai plus besoin d'aller vérifier sur les différents comptes bancaires. Je dis différents comptes bancaires parce que généralement, les investisseurs, ils ont un compte bancaire par bien. D'accord, ok. Oui, il y a une banque qui finance ce bien-là, j'ai une autre banque qui finance ce bien-là, etc. Donc, généralement, tu as plusieurs comptes bancaires. Donc ça, j'ai plus besoin de le faire. J'ai plus besoin de gérer les relances. Parce que les relances, c'est un peu casse-pied, quoi. Il faut que tu appelles le locataire. Tu es toujours dans une situation inconfortable de lui dire ah, au fait, tu as oublié de payer ce mois-ci. Est-ce que c'est juste un oubli, j'espère, mais j'espère que c'est pas volontaire de ta part. Donc, tu vois, gérer ces relances-là, c'est toujours un peu galère, frustrant. Et puis, toi, commences à rentrer un peu en situation. Ouais, il y a un peu de C'est un, conflit, il y a appel, déjà- c'est un appel qui est un peu saoulant à faire. Tu vois. Ouais, c'est toi comme ton banquier qui t'appelle quand tu as Voilà, découvert. Quoi, exactement. voilà, donc ça, le fait d'être en prélèvement, tu n'as plus besoin de gérer ces relances. Mhm. Et en plus, moi, je suis averti en temps réel que le loyer, il a bien été payé et versé sur mon compte bancaire. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la plateforme Monsieur Hugo qui gère, qui pilote les flux financiers. Donc elle passe des ordres de prélèvement, de virement à tous les locataires tous les mois. Après, j'ai plus besoin de faire les quittances. Mhm. Même si les quittances, tu peux te dire, ok, je les envoie pas, j'ai pas envie de Mais Tu peux bon, préciser ce que c'est qu'une quittance? ouais, la quittance, c'est un justificatif comme quoi le locataire t'a payé le loyer. Ok, voilà. Donc Ce c'est une fois mois-ci. qu'il a payé ton loyer, tu lui envoies ce document-là. Et c'est une valeur légale. Hein. Mm. Faut pas se dire, oui, je fais une petite quittance comme ça. Donc, il y a un cas particulier si le locataire te paye partiellement le loyer. Il faut pas lui faire une quittance, il faut lui faire juste un reçu. Ouais. Et le reçu, ça n'a pas une valeur légale. C'est juste un reçu. Tu dis, voilà, vous m'avez payé 500 euros au lieu de 800. Voilà, donc c'est un reçu. Mais en tout cas, la quittance a une vraie valeur légale, notamment lorsque tu as des impayés et que tu dois monter le dossier auprès des assureurs. Ils regardent les quittances qui ont été générées ou pas. Donc ça, c'est la troisième plus Ouais. grosse entre guillemets, contrainte ou obligation. Je ne sais pas quel côté tu te places. Bon, c'est une contrainte à faire, mais en tout cas, c'est une obligation légale de faire ta déclaration des revenus locatifs. Parce que c'est une obligation légale, tout simplement. Et que si tu veux bien la faire, il faut que tu sois bien organisé en amont. Parce que si toutes tes factures elles sont éparpillées à droite à gauche, le temps que tu vas passer à la fin de l'année pour tout récupérer, pour savoir est-ce qu'il a bien payé tous mes loyers. Moi, on a des fois des propriétaires qui nous disent oh, moi, je ne suis pas les loyers. Hein. Je regarde qu'à la fin de l'année, je vois si j'ai bien mes 12 mois de bien 12 fois. Ouais. On a plein des comme ça, hein, D'accord. et voilà, tu vois, qui n'ont pas le temps. Les gens, Mais ils sont dans le Ouais, run. ils ont pas de train d'argent, de toute évidence. Alors, peut-être ça aussi. Ouais. Oui, ils n'ont pas un suivi régulier. Ils se disent, bon, de toute façon, le truc, ça tombe tous les mois. Mon locataire, il Oui, est je fais sympa. confiance à mon Je fais locataire. confiance, Ok. il paye. Mais des fois, tu as des oublis bêtes. Et si tu as un mois de loyer qui ne tombe pas, bon, bah, tu vois, à la fin de l'année, il faut refaire tous tes comptes. Donc, Ouais, c'est donc bien. ça demande quand même une certaine rigueur de la part du propriétaire, quoi. En tout cas, tout ce que tu expliques, c'est pas donné à tout le monde non plus. D'être aussi autonome, aussi rigoureux. C'est pour ça que monsieur égoïste, mais Mais c'est pour ça qu'il faut passer soit par des agences immobilières. Alors, il y a un autre avantage que je ne t'ai pas donné aussi honnêtement pour les Ouais. agences immobilières. Des fois, tu as des propriétaires bailleurs qui veulent absolument pas entendre parler du locataire. Mm. Non, mais moi, j'investis. Je pourrais investir en bourse sur des SCPI, de tout ce que tu veux. Je veux pas de relation avec mon locataire. Ouais, d'accord, ok. Et là, tu te poses pas la question, tu passes en agence. Ouais, faut gérer tout. Après, généralement, nous, les investisseurs avec qui on travaille, ils aiment bien cette relation humaine avec le locataire. Mhm. Ils aiment bien faire par eux-mêmes. Ils aiment bien faire les travaux. Ils aiment bien chercher, trouver le meilleur bien. Donc, ils sont dans cette optique de je fais par moi-même les choses. Ouais, exactement. Donc, ce que tu dis, c'est le vrai chef d'entreprise qui aime bien s'y suivre. Qui pilote. exactement. Mais Ouais, il je faut comprends. des outils. Comme une Ouais. entreprise, ils ont des outils de pilotage. Donc là, c'est des outils de pilotage. Toi, tu prends ton Excel. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que pour les quelques personnes qui passeraient pas par Monsieur Hugo, même s'ils ont tout intérêt à passer par Monsieur Hugo, mais c'est quoi? C'est un bon fichier Excel, ça marche? Ouais, Excel. Bah, moi, je faisais comme ça. Avant, Ouais, j'avais voilà. un fichier Ok. Excel. Tu saisis à la main tes revenus, tes charges. Voilà. Enfin, tu vois, c'est assez basique. Il faut être régulier, il faut le faire régulièrement. Ouais. Après, tu es limité par Excel. Tu n'as pas d'automatisation. Tu peux pas stocker tes facturettes. Tu peux pas envoyer des quittances tout seul. Mais moi, ça se fait le minimum de tenue des comptes. Ouais, ok. Ouais, il te faut à minima tenir ta compta à jour. Pourquoi? Parce que tu as ta déclaration locative à faire, enfin des revenus locatifs. Une fois que tu arrives, on va dire, à la fin de l'année, soit tu l'as fait par toi-même, ta Mhm. déclaration des revenus locatifs. Généralement, les gens qui la font par eux-mêmes, c'est ceux qui ne déclarent pas au réel. Donc, tu as juste un abattement. Donc, c'est assez simple à remplir. Tu mets juste le total de tes revenus. Vas-y, est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire déclarer au réel? C'est intéressant. Alors, déclarer au réel, c'est donc quand tu fais ta déclaration, les impôts te demandent
est-ce que tu veux est-ce que tu veux juste avoir un forfait, un abattement, ce qu'on appelle microbique, ou alors tu veux déclarer au réel. Et quand tu déclares au réel, c'est là que tu comptes toutes tes charges. Donc pour ceux qui Donc, toutes les dépenses que tu auras faites, tu te pares toutes une. les dépenses que tu as fait, donc ça c'est bien quand tu fais des travaux, quand tu as beaucoup de dépenses, enfin tous tes frais, les frais de gestion, les frais de compta, les frais d'assurance, enfin tu déduis D'où tout. l'intérêt de garder toutes les factures, ce qu'on disait. Ouais, tout parce à l'heure, que si tu as un contrôle, on te Exactement, demande les faut justifier factures. toutes tes charges. Donc ceux qui déclarent au réel, généralement, ils payent beaucoup moins d'impôts. Mhm. Pourquoi? Parce que tu as des revenus d'un côté et tu vas avoir des charges de l'autre. Après, tu regardes si tu es en bénéfice ou tu es en déficit. Donc les investisseurs, ils cherchent tous à créer du déficit foncier. Comme ça, tu ne payes pas d'impôt sur un déficit. Et si tu déclares, généralement, quand tu es au réel, tu crées du déficit sur plusieurs années. Et ceux qui ne sont pas au réel, si tu fais de la location, par exemple, nue classique, généralement, tu mets juste un abattement, donc tu es au micro. Donc, généralement, tu dégages un bénéfice. Et donc, sur ce bénéfice, tu es imposé. Donc, c'est pour ça que les gens, ils préfèrent la majorité travailler au réel parce que tu arrives à créer un déficit foncier. Et quand tu es dans ce modèle-là, généralement, c'est ceux qui font du LMNP ou ceux qui sont sur des modèles qui ont investi en société, tu es obligé d'avoir un expert comptable. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Ce que je disais en amont, il te faut une direction financière. Exactement. Sauf si tu es expert comptable, et encore, tu as le temps de le faire. Mais généralement, les gens, ils n'ont pas la capacité à générer des liasses fiscales. Tu regardes les liasses fiscales du LMNP, donc la location meublée non professionnelle, elles font 15 pages. Ouais, d'accord. Tu as 15 pages avec des cases à cocher dans tous les sens. Ouais, ok, donc on se détend par rapport à ça, on ne force pas tout le monde non plus. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'il faut faire appel à des professionnels. Donc, tu passes par un expert comptable qui te fait ta déclaration, mais sur la base de ta compta que tu as tenue proprement. Ouais. Voilà, donc ça, c'est ta dernière obligation fiscale. Et aussi des assurances à mettre en place pour louer serein. Bah, alors aussi, c'est quoi tes conseils? C'est quoi Tu me disais tout à l'heure, il faut plusieurs types d'assurances pour couvrir différents types de sinistres et autres. C'est quoi les quelques assurances, peut-être les 3 assurances clés qu'il faut avoir pour louer sereinement et rester tranquille? Alors, je vais te donner à partir d'un exemple, ça va être plus facile pour comprendre. Ouais. Le dégât des eaux. Tu es sûr d'en avoir un. Tu es obligé. Moi, j'en ai tout le temps. Toujours? Non, pas toujours, mais Oui, ça tourne. mais ça t'arrive. Ça tourne. Tu vois, là, il y a une semaine, on en avait encore un. C'est plus ou moins grave, mais c'est le dégât qui est le plus répandu, en fait. Donc, prenons celui-là parce qu'il est super parlant. Donc, tu as fait changer la douche. Donc, tu as appelé un artisan pour refaire une douche, mettre une belle douche, parce que l'autre, c'était une baignoire. Tu as viré la baignoire parce que ça prend trop de place. Tu as mis une douche à l'étiel, un truc super sympa. L'artisan, il t'a fait les travaux. Tu as payé la facture, etc. Tu mets un locataire dedans. 2 mois après, le locataire te dit, ou même, on ne va pas dire non, le voisin du dessous t'appelle en disant ah, j'ai de l'eau. Ouais. Ça, j'ai déjà aussi. Le voisin te dit vite. Alors le voisin, il est encore plus énervé parce que c'est chez lui. Ouais. Il te dit merci de faire le nécessaire au plus vite parce que j'ai de l'eau qui coule dans ma buanderie. Et voilà, donc là maintenant, on va essayer de bien décortiquer pour comprendre c'est quoi les assurances qui arrivent. Donc, première chose que tu fais, c'est que tu appelles l'artisan qui a posé la douche. Voilà. Donc là, déjà, c'est toi propriétaire qui prends ça en main. Là, tu demanderais au locataire. Ah non, le locataire, Voilà, pour le moment, au mieux, le locataire, il te dit ça fuit. Les gens, ils ne le voient pas parce que généralement, ça coule chez le voisin. Mais supposons qu'aussi ça fuit dans le logement et que le locataire, voilà, ça a abîmé ses affaires, etc. Donc, il t'appelle. Peu importe, tu es appelé par quelqu'un. Voilà, tu sais que tu as une tuile qui va t'arriver, il va falloir gérer. Donc, déjà, tu la traites assez rapidement. Donc, tu appelles l'artisan. Donc, j'appelle l'artisan, je dis voilà, il y a des fuites, merci de venir réparer ou de venir corriger le souci. Comme là, ce que j'ai fait pour les WC qui ne marchaient pas, l'artisan est revenu. Si l'artisan, il vient, il répare et tout ça, bon, déjà que ça se passe bien. Mais prenons le cas pire, il ne te répond pas, il est sur d'autres chantiers, d'autres choses à faire, il a fait le taf. Ça continue à fuir. Ça le saoule, il dit ouais, rappelez-moi dans 2 semaines, là, je suis débordé. Il ne veut pas venir. Clairement, il ne veut pas venir. Peu importe la raison, il ne veut pas venir. Okay. Donc toi, du coup, ce que tu fais, c'est que tu vas devoir l'obliger à repasser pour qu'il te répare ce qu'il a fait. Parce que tu as payé un professionnel, tu as payé sa facture, il est acquitté, il t'a livré un truc qui ne fonctionne pas, tout a mal été testé. Il ne veut pas revenir. Donc là, du coup, soit tu te débrouilles par tes propres moyens pour faire appel à un avocat, appel à un huissier qui constate que ça ne marche pas, que ça fuit partout. C'est toi qui payes l'avocat, c'est toi qui payes l'huissier. En tout cas, l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui, tu l'utilises pour faire en sorte que l'artisan revienne. Okay.
Donc, soit tu le fais par toi-même, soit tu passes par une protection juridique. Je parle de la protection juridique parce que ça fait partie des assurances que tu recommandes. que nous recommande et qu'on intègre dans le cas de M. Hugo, c'est l'assurance minimale que tu dois avoir en tant que propriétaire bailleur et la protection juridique spécifique pour les bailleurs. Ce n'est pas la protection juridique de ta banque qui va assurer ton logement principal, mais là, ça assure les biens mis en location. Et donc là, le juriste, donc tu as accès à un juriste qui va appeler la partie adverse, donc là en l'occurrence c'est l'artisan, va lui rappeler ses obligations de professionnel, va lui dire qu'il est censé intervenir rapidement pour corriger la fuite, et s'il ne le fait pas, ça ouvre une procédure judiciaire. Et la procédure judiciaire, tu as un avocat, tu passes au tribunal, etc. Donc ça, c'est pris en charge. Les frais de justice sont pris en charge par la protection juridique. Si tu n'as pas ça, un procès en France, ça coûte à peu près 4 000 €. Okay. Donc pourquoi ? Parce qu'il faut payer les avocats, les huissiers, tout le personnel juridique. Donc, avec une protection juridique, c'est pris en charge par l'assureur. Donc, nous, on travaille avec AXA, donc c'est AXA qui finance. Et surtout, il y a un vrai juriste. C'est pas toi en tant que propriétaire bailleur qui Exactement, et qui sait activer les choses au bon moment, assez rapidement. Et quand tu passes par un professionnel du droit, la partie adverse, exactement, tu te dis bon, c'est ça. Elle va dire oula, ça va commencer à craindre. Je vais pas faire la fine bouche. Le beau langage juridique là dans l'email et autres. Je vais essayer de venir parce que je sens qu'il va me prendre la tête le juriste. Donc ça, c'est la protection juridique qui va te couvrir la prise en charge et qui va faire respecter les obligations de la partie adverse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc ton truc, il fuit. OK, ça fuit. Il faut que tu stoppes le truc parce que tu vas pas attendre... les 8 semaines de procédure. 8 semaines de procédure, ça va faire la piscine. Et le voisin dessous, là. Donc, ce que tu fais, c'est que soit tu appelles un plombier, celui que tu veux, pas le même parce qu'il veut pas revenir, un nouveau qui va te mettre en sécurité le truc et il va faire en sorte de te couper les rideaux ou en tout cas de stopper le sinistre. Donc un plombier, c'est 400 €. Peu importe, la première intervention d'un plombier, généralement, c'est 350-400 €. Donc ça, c'est à toi de le payer. Si tu as la bonne garantie, tu n'as pas besoin de le payer. Ce que je te disais tout à l'heure, la garantie de dépannage d'urgence qu'on propose, là, c'est M. Hugo. On va t'envoyer un artisan. Donc là, c'est un plombier chez le locataire. Et tous les frais de déplacement, de manœuvre, les petites pièces détachées, elles sont prises en charge directement par l'assureur. Donc ça veut dire que tu ne payes pas les 400 €. Il intervient rapidement, donc dans un délai de 2 à 3 heures. Donc le locataire, il est soulagé parce qu'il ne va pas te prendre la tête, t'appeler 10 fois pour dire que ça fuit. Le voisin non plus, il ne va pas t'appeler en dessous 10 fois. Voilà. Donc là, au moins, tu traites l'urgence. C'est ça le fameux numéro que tu donnes déjà au locataire. Voilà. Tiens, ça. Donc, de toute façon, vous appelez. T'appelles, t'as un gars qui intervient rapidement, je ne paye pas l'intervention. Voilà, donc il demanderait au locataire. Il demande à un locataire. Le truc, il est mis en sécurité, le logement, il est mis en sécurité. Ça s'arrête de couler chez le voisin. Donc là, rappelle-moi le nom de cette garantie. La garantie dépannage d'urgence. Ok, d'accord. Donc là, déjà, si tu l'as pas, tu payes 400 € parce que c'est le prix d'un plombier. Donc là, on est déjà à deux assurances. Et chaque garantie est bien segmentée, compartimentée. C'est comme ça, le monde des assureurs, chacun fait traite son bout de... La protection juridique ne va pas t'envoyer un plombier. C'est ce que tu dis. Donc là, tu n'as pas fini. Encore, tu n'as pas fini parce que maintenant, il va falloir traiter les dégâts. C'est-à-dire, tu vois, chez le voisin, il va dire oui, ça a coulé dans ma buanderie, j'ai toute ma garde-robe, elle est morte, quoi. Et, qui va me payer ça? Donc là, c'est là qu'il y a une troisième garantie qui rentre en jeu, ce qu'on appelle la PNO, la propriétaire non occupant. Donc ça, c'est une assurance obligatoire pour le propriétaire qui va couvrir les risques causés à autrui en cas de sinistre. Donc là, typiquement, ça fuit chez toi et la garde-robe du voisin ou même le plancher, il est à refaire ou il est à changer. C'est ta PNO qui va... prendre le relais et financer la remise en état du logement du voisin. Ok. Et ça n'a aucun rapport avec l'assurance habitation classique? Non, l'assurance habitation, ça c'est côté locataire. Ouais, très bien, d'accord. Donc si tu as un immeuble, nous on a pas mal de propriétaires qui achètent des immeubles en entier. Et donc là on ne parle pas de PNO, on parle de MRI, multi-risque immeuble. Donc ça va t'assurer les parties communes, les parties privatives. Mais généralement, si tu achètes un logement dans un immeuble et que tu es juste propriétaire d'un logement, tu dois prendre une PNO, c'est une obligation légale. Les parties communes sont couvertes par l'assurance de la copro. Et, donc, et enfin, la quatrième garantie, donc c'est l'assurance habitation, ce que tu me disais, mais l'assurance habitation, elle est souscrite par le locataire.
Et c'est ce que tu dois vérifier tous les ans, qu'il t'a bien filé son attestation. Et donc, l'assurance du locataire, donc ce qu'on appelle une MRH, multirisque Habitation. habitation, le locataire, en fait, ça va, en cas de soucis dans l'appartement, l'assurance du locataire va Lui, ça va couvrir les dommages. couvrir les biens ouais. qui ont été endommagés suite aux dégâts, quoi. Donc, tu vois, là, on est déjà alors, sur ces 4 assurances-là que je t'ai citées, il y en a 2 obligatoires. Celle du locataire, Mhm. MRH, l'assurance PNO du propriétaire, Exactement. qui est obligatoire. Après, Si protection tu n'as pas la juridique. PNO, ça peut te coûter très, très, très cher. Imagine ton logement prend feu et que ça met feu à tout l'immeuble. C'est pas toi qui vas dédommager tous les copropriétaires et refaire un immeuble. Donc là, donc ça te couvre aussi ta responsabilité civile. Mhm. Donc c'est pour ça qu'elle est obligatoire par l'État. Donc de toute façon, quand tu vas chez le notaire, quand tu fais une vente, le notaire te demande l'attestation d'assurance en tant que propriétaire bailleur. Ok, d'accord. Et de toute façon, il faut que tu la renouvelles tous les ans. Donc ces deux-là sont obligatoires. Après, la protection juridique et le dépannage d'urgence, elles ne sont pas obligatoires. Mhm. Moi, ce que je conseille, le minimum aux propriétaires bailleurs, c'est d'avoir la protection juridique. Parce que des litiges, il y en a, Ouais. c'est sûr. Ouais, ce que tu disais, c'est quoi? C'est 42%, c'est ça des. Ouais, 42% des bailleurs ont déjà eu des litiges. Ouais, ok. Des litiges, c'est pas que les impayés, hein. C'est des dégâts des eaux, c'est prise de tête avec le locataire. Ouais, voilà, lors ce de que tu dis, à la l'état fin, c'est une sortie. prise de tête, quoi. Ok. C'est de la sous-loc, c'est tout ce que tu veux. Et si tu n'as pas un professionnel du droit qui va être là pour régler le litige à ta place, tu vas te prendre la tête. Et tu vas prendre la tête, tu vas perdre du temps parce que le locataire il va vouloir avoir raison, toi aussi. Donc régler un litige avec beaucoup d'affect, c'est super compliqué. Ouais. En plus, les locataires, maintenant, ils sont de mieux en mieux informés. Il y a des associations de défense des locataires, etc. Ils sont aussi accompagnés par des juristes. Donc, en tant que propriétaire, et puis tu connais pas forcément la loi, tu dois te faire accompagner par Ouais, un très bien, professionnel. d'accord, c'est vraiment ce que tu recommandes. C'est ta Ok. direction juridique. Moi, tu peux considérer que c'est ta direction juridique Mhm. pour ta mini-entreprise. Et quand tu as besoin d'un juriste, tu l'appelles et il est là pour traiter Très, très tous tes clair. problèmes au quotidien. Ça marche. Écoute, je pense qu'on a fait quand même déjà le tour de pas mal de questions. Déjà, Ouais. franchement, merci beaucoup, Bruno. À nouveau, il y a absolument tout dans ce que je disais au début, hein, c'est quasiment un guide, quoi. C'est pas juste c'est un livre, c'est un livre à avoir avec soi Bible, absolument tout le temps. Exactement, c'est vraiment la Bible, ça plus le premier livre pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'investissement locatif. D'ailleurs, comme on avait fait pour la première vidéo, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre nom et on mettra en place un jeu concours pour vous faire gagner 4 livres de Bruno, celui-ci, dédicacé comme la dernière fois. Ouais, bien sûr. Exactement, voilà. Donc vous mettez en commentaire et on fera un tirage au sort pour vous envoyer ces livres-là. Juste en conclusion, si on devait donner des conseils, est-ce que tu penses que tout le monde peut gérer seul une location ou qu'est-ce que ça demande réellement comme compétence? Tu vois, entre ce qu'on disait sur l'agence, passer par Monsieur Hugo, vraiment Ouais. gérer seul. Toi, avec du recul là, parce que forcément, t'as guéri. Je dirais, les propriétaires qui ne veulent absolument pas entendre parler de locataires, la question se pose même pas, vous Ouais, passez par une agence. Pour ceux qui ça les dérange pas, ils peuvent se professionnaliser, ils peuvent le faire par eux-mêmes. Moi, aujourd'hui, je le fais par moi-même et ça me prend pas beaucoup de temps. Mais vraiment utiliser des outils que vous avez sur le marché pour comme je vous disais, voilà, il vous faut des juristes, des experts comptables, il vous faut de la réactivité, il vous faut des process en place. Alors, au début, quand tu commences, tu apprends, mais en tout cas, c'est anticiper un maximum parce que généralement, c'est dans l'urgence que tu fais un peu n'importe quoi. Ok. Donc oui, c'est possible. Même à distance, tu peux gérer tes biens en mixant des combinaisons. Je passe par une agence juste pour la mise en location, je fais de la gestion autonome d'un autre côté, maintenant il y a des solutions pour déléguer les visites ou l'état des lieux. Donc aujourd'hui, maintenant, avec le monde du digital et l'ère du numérique, tu peux faire beaucoup de Ouais, choses pour à toi, c'est à distance. la portée de tout le monde, quoi. C'est indépendamment de est-ce que je vois ou non mon locataire. Ouais, c'est à la portée de tout le c'est monde. porter tout le monde. Par contre, il faut savoir il y a des sollicitations des locataires. C'est pas un investissement où tu fais rien, contrairement à d'autres types Ouais, CPI exactement. ou bourse, C'est etc. payé ou autre. Donc il faut le savoir, voilà, tu lèves de l'argent auprès de la banque pour investir. D'un autre côté, tu vas avoir un bien à gérer, donc c'est de la gestion quotidienne. Tout ce que tu peux automatiser, tu le fais à fond. Et le reste, sache que tu auras quand même des sollicitations des locataires. Exactement. Mais si tu as tout anticipé en amont, anticipé un maximum de choses, tu as mis en place des process, Ouais, toi, tu dis, prendras allez, on peut moins la partir tête, sur un, ça quoi. sera moins galère Ouais, je comprends. ensuite par la suite. Mais d'où aussi l'intérêt de bien choisir son locataire. Oui.
Boum, là, je te revends le premier livre. En tout cas, la première vidéo, finalement, j'ai presque l'impression que si tu choisis très, très, très bien en amont ton locataire, tu peux peut-être te prémunir de pas mal de choses, quoi, indépendamment des dégâts qu'il peut y avoir chez toi. Ouais. Voilà, au moins, tu peux être plus ou moins plus serein, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans compromis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube. À très bientôt. Sans compromis est un podcast créé par Preto avec Manon Béline à la production.